1947. Année qui marque le début de la guerre froide sur Terre, opposant le bloc américain à l'ouest au bloc soviétique à l'est. Chacun des deux blocs souhaitait montrer sa supériorité dans le monde et ce combat s'effectuait de plusieurs façons, dont l'une d'entre elles était la domination intellectuelle. L'Union soviétique était la référence dans le domaine parce qu'elle avait réussi à montrer au monde entier qu'elle était plus forte aux échecs. Il n'y a jamais eu vraiment de combat aux échecs entre les soviétiques et les autres pays du monde, parce que tout le monde savait qu'ils étaient trop forts et c'était juste inutile d'essayer de les battre sur ce domaine. Et ça a bien énervé les Américains. Parce que l'Union soviétique utilisait cette supériorité comme propagande pour montrer à quel point leur système communiste était meilleur que le système démocratique. Même si les échecs ne représentent pas réellement les capacités cognitives d'une personne, dans la tête des gens à ce moment-là, être doué aux échecs signifiait être plus capable que les autres. Les Américains essayaient de faire changer cette idéologie, notamment en créant d'autres domaines pouvant être associés au génie, mais rien à faire. Les échecs étaient là avant, et ils restaient toujours le plus grand symbole de brillance dans le monde. Pour que vous compreniez cette domination, voici la liste depuis 1886 jusqu'à aujourd'hui de tous les champions du monde d'échecs et leur nationalité. Si on ne garde que toutes les années où un champion du monde était russe, on obtiendrait cette liste, et si on zoome sur cette période, depuis 1948 jusqu'à 2006, ça fait beaucoup d'années où le champion du monde était russe. À vrai dire, on peut traduire ça comme une autorité totale de l'école soviétique échiquienne. Mais si on regarde de plus près, on peut voir que durant ce petit laps de temps, le champion du monde n'était pas russe. Et je vous le donne en mille, il était américain, et aujourd'hui, je vous propose de regarder le championnat du monde qui a changé, la guerre froide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être un joueur non soviétique dans les années 70 et vouloir prétendre battre les brutes qu'il y a déjà comme Mikhail Tal, Petrosian, Smyslov, c'est juste inconcevable. Personne ne leur arrive à la cheville, mais ça c'était sans compter sur l'année 1943 qui marqua l'arrivée au monde d'un enfant à Chicago et que personne n'aurait pu deviner le talent qu'il avait en lui. Cet enfant s'appelle Robert James Fischer, qu'on appellera Bobby Fischer pour la faire courte, et il prendra la place du protagoniste de notre histoire parce que, à l'âge de 15 ans, Fischer atteint le titre de grand maître international. Pour vous la faire simple, aux échecs il y a plusieurs titres qui permettent de déterminer votre niveau. Il y a maître FIDE qui s'obtient à partir de 2300 Elo, qui est juste le classement qui reflète les capacités aux échecs d'un joueur. Il y a aussi maître international qui s'atteint à partir de 2400 Elo et de haute performance en tournoi. Et le dernier, qui est aussi celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le titre de grand maître qui s'atteint à partir de 2500 Elo et d'encore plus haute performance. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien déjà parce que c'est ma vidéo et aussi parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Être grand maître n'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 1000 grands maîtres grâce à l'arrivée d'internet. Donc, c'est impressionnant, mais ça reste accessible à ceux qui s'en donnent les moyens. Mais en 1958, l'année où Fischer atteint ce palier, ils étaient environ 27 grands maîtres, dont la plupart sont soviétiques. Et ce que ça veut dire, c'est que quand tu rentres dans ce cercle fermé de 27 personnes, ce cercle considéré comme des génies durant la guerre froide, et que tu l'atteins à 15 ans, tu fais trembler le monde. Oui. Donc lorsque les soviétiques voient les performances du jeune Fischer qui gagne les championnats des US, qui démolit à peu près n'importe qui en 25 coups, ils ont peur. Ils ont peur pour leur titre de champion du monde. Ils comprennent qu'ils ont peut-être devant eux la plus grande menace jusque-là, et donc ils décident de concevoir un plan. Les soviétiques comprennent que Bobby en 1958 est déjà très dangereux, et ils décident de profiter du fait qu'il est encore jeune et avec peu d'expérience pour l'humilier dans le tournoi le plus prestigieux des échecs, les candidats. C'est un tournoi fermé avec les 8 meilleurs joueurs qui participent avec, à la clé, la place de challenger au championnat du monde. Ils savent que Bobby va prendre du niveau, donc avant qu'il arrive à un stade compliqué à gérer, ils préfèrent profiter du fait qu'il s'est qualifié au candidat de 1959 pour l'humilier sur l'échiquier. Et donc Fischer, qui n'est pas encore au pic de sa forme, se fait rouler dessus par les autres top joueurs soviétiques et se fait afficher comme « attendez, regardez le mec on le bat, ça veut dire qu'on est plus fort ». Et évidemment en 1959, Fischer n'a que 16 ans, mais la stratégie des soviétiques va être de faire en sorte que Bobby ne puisse jamais atteindre cette place de challenger, en profitant d'un autre facteur important chez Bobby, son caractère. Fischer est une personne atypique. On a parlé un petit peu de son talent aux échecs, mais en dehors de ça, il a une personnalité plutôt bizarre. Dans le sens que il n'hésite pas à dire des choses controversées à la télé. The women are really very good players. I mean, I guess I could give every one of them a night and still win easily. I don't know why. I guess they're just not so smart. Well, I don't think they should mess in intellectual affairs, you know what I mean? They should keep strictly to the home. Il est un petit peu mystérieux parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un très fort joueur américain durant la guerre froide. Et surtout, il aime pas quand les choses vont pas dans le sens qu'il veut. Tellement pas que les soviétiques vont s'en servir pour le repousser au plus possible de ce match. Vous vous souvenez de l'animation du début ? Alors vous devez vous rappeler que Fischer n'a pu participer au championnat du monde qu'en 1972. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps ? Entre 1959 et 1971, Bobby avait quelques problèmes avec les soviétiques et la Fédération internationale des échecs. Il avait clairement le niveau pour participer et remporter les candidats durant cette période, mais juste, il ne voulait pas
gagner. Par exemple, en 1962, il se qualifiait au tournoi des candidats. Mais sur place, il a l'impression que les soviétiques font des parties faciles entre eux pour garder au plus possible des forces pour faire barrage à Fischer. Et sûrement, ça peut être un peu de paranoïa, mais quand ton tournoi des candidats est composé comme ça, bah tu peux avoir des petits doutes. Pareil en 1964, Fischer avait l'impression que les conditions de jeu étaient mauvaises, et donc il a préféré juste ne pas venir au candidat. Il avait aussi des problèmes avec les prix monétaires trop faibles selon lui, et donc il décide de prendre une pause, comme ça, au pic de sa forme en 1964. Les soviétiques sont très contents quand ils entendent cette nouvelle, parce qu'ils se disent « Wow, on l'a échappé belle quand même ». Mais Fischer, avec toujours cette classe exceptionnelle, revient en 1970, et il n'était plus là pour rigoler. Il s'était beaucoup entraîné durant cette période, et donc il détruit plusieurs très forts joueurs dans les plus grands tournois de cette époque, et se qualifie une nouvelle et dernière fois au tournoi des candidats de 1971. Je vous ai expliqué ce que sont les candidats, mais je vous ai pas expliqué comment ils se déroulent. Le système était un petit peu différent de celui qu'on a aujourd'hui, parce qu'à l'époque, cela fonctionnait en un système à élimination directe. Il y avait 8 joueurs, qui affrontaient chacun un autre joueur en quart de finale sur un match de 10 parties, donc c'est le premier qui obtient 5 points et demi ou plus qui monte en semi-finale, et le processus se répète jusqu'en finale, où le vainqueur sera désigné comme le challenger au championnat du monde de 1972. Voici nos 8 joueurs, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais il faut se dire qu'il y a des gros poissons dans cette poule. Fischer a très peu joué pendant 5 ans, mais est-ce qu'il sera encore capable de montrer une telle domination? Les soviétiques se posaient aussi cette question en étant confiants que Fischer avait perdu son prime de joueur d'échecs. En plus, il affronte Mark Taimanov qui a littéralement une ouverture à son nom. C'est sûr que ce sera serré, au moins un petit peu. Il regarde donc les scores des quarts de finale et 6-0. Le match s'arrête à la 6ème partie parce que Taimanov n'est plus capable de rattraper Bobby. Fischer a officiellement fait un carnage. Il a détruit son adversaire en sacrifiant des pièces et en visualisant des dizaines de coups à l'avance contre l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais ok, son adversaire a joué l'ouverture la plus combative et agressive contre Fischer, la sicilienne. Et le problème avec ça, c'est que Fischer est le roi de l'agressivité. Il était tellement fort dans les ouvertures violentes qu'avant sa pause, les soviétiques avaient peur de rentrer dans ces variantes et décider de jouer des lignes bien plus tranquilles pour essayer de battre Fischer sur le long terme stratégique. Taimanov pensait que Fischer n'était plus à son niveau maximal, et pas que lui d'ailleurs, parce que le monde entier le pensait aussi, mais on dirait bien qu'il s'était trompé. Voici les résultats des quarts de finale, et voici l'adversaire de Bobby, Bent Larsen. Larsen a bien compris comment il faut s'y prendre contre Fischer. Faut jouer une ouverture calme. Donc il commence la première partie avec la défense française, et 6-0 pour Fischer. Bobby n'en a rien à faire des petites stratégies adverses. Il est là pour démolir tout ce qu'il croise. Les journaux américains s'excitent et couvrent à quel point Fischer joue de manière exotique et chaotique. Ces parties peuvent être comparées à celles des ordinateurs d'aujourd'hui. On ne comprend rien à ce qui se passe, mais au final, il gagne. Donc c'est bon. Voici les résultats des demi-finales et on arrive en finale. Bobby va devoir affronter son adversaire le plus compliqué jusque-là, Tigran Petrosyan, l'un des meilleurs joueurs soviétiques à ce moment-là et qui est surtout réputé pour avoir une défense impénétrable. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des joueurs les plus agressifs de l'histoire rencontre l'un des meilleurs défenseurs de l'époque? Bah ça donne ça. 6,5 à 2,5. C'est la domination qu'a exécuté Fischer sur l'un des meilleurs joueurs soviétiques à ce moment-là. Fischer remporte donc les candidats de 1971 et est admis pour la première fois de sa carrière à participer au championnat du monde d'échecs. Le championnat du monde de 1972 se déroule à Reykjavik, en Islande. Et rappelez-vous de cet endroit car il sera plutôt important pour la fin de l'histoire. Le monde entier a les yeux rivés sur ce match parce que on ne parle pas que d'échecs à ce moment-là. C'est une vraie bataille entre les deux plus grands génies des deux pays à l'instant T, Bobby Fischer et le grand maître soviétique que je ne vous ai pas encore présenté mais que vous allez vite découvrir, Boris Spassky. Les enjeux de ce match, c'est plus un enjeu symbolique que financier, puisqu'il est question pour les Américains de montrer que le système communiste ne produit pas forcément les plus grands hommes, et pour l'Union soviétique, c'est de préserver à tout prix ce titre pour humilier encore plus les Américains. Et ce championnat, c'est du jamais vu jusque-là niveau organisation. Des dizaines de chaînes de télé, de radio, de journaux regarderont pendant 50 jours 2 humains en train de bouger des pièces sur une planche de bois. Les prix à gagner sont fulgurants, atteignant les 250 000 $ pour le vainqueur, et évidemment, le titre de champion du monde. On est le 11 juillet 1972, en Islande, présent pour ce qui est considéré comme le match du siècle, en attendant de voir 24 parties jouées entre le représentant soviétique et le représentant américain. Spassky s'assoit, mais Fischer, qui a l'habitude de faire ses propres règles, n'est pas là. Spassky se lève, attendant son adversaire qui ne vient pas, pendant 9 minutes, avant de pousser le rideau et d'arriver sur scène avec comme excuse « Ah oui, j'étais bloqué dans les bouchons ». Déjà, quand ça commence comme ça, tu te dis « Pour qui il se prend ce mec ?» Mais ok, il doit encore prouver son arrogance sur l'échiquier, et c'est parti, pour passer en revue quelques parties de Robert James Fischer. Alors si vous n'avez jamais joué et que vous pensez que vous n'allez rien comprendre,
Ne vous inquiétez pas, je vais rendre ça le plus accessible possible. Pour la première partie, Spassky allait blanc et Fischer allait noir. Et comme on a vu juste avant, Bobby est arrivé 9 minutes en retard et directement après, il se lève une nouvelle fois, va voir l'arbitre et lui demande quelque chose. On ne sait pas quoi sur le moment, mais on le saura uniquement après la partie. Fischer s'assoit enfin à sa table et joue sa partie devant des millions de spectateurs à ce moment-là. Il n'y a pas eu grand chose d'intéressant dans cette partie, puisque les joueurs voulaient rentrer dans le tournoi tranquillement, en échangeant toutes leurs pièces et arrivant dans une fin de partie, appelée la phase de finale, absolument égale, où aucun des deux joueurs n'avait la possibilité d'exercer une pression sur son adversaire. C'est la tradition, en début de tournoi on aime bien ne pas prendre trop de risques pour commencer sur une note positive, mais pour des raisons incompréhensibles, Fischer réfléchit un petit peu et joue le coup fou pour un H2. Sur le papier, il mange un pion et gagne du matériel, mais après le coup pion G3, le fou de Fischer est juste bloqué. Il va le perdre. Bobby vient juste de gaffer dans la première partie du championnat du monde le plus important du XXe siècle. Ça n'arrive que très rarement, mais surtout c'est une erreur très simple à voir. Pour un joueur qui semblait dominer depuis des années, c'est juste incroyable de voir ça. Spassky n'en revient pas et il gagne juste cette partie qui semblait n'être que plate. Et après le match, on apprend ce que Fischer a dit à l'arbitre. Et il demandait globalement si on pouvait enlever toutes les caméras et souhaitait obtenir 30% des revenus générés par la télévision. C'est son caractère exigeant, mais apparemment c'était vraiment sérieux parce qu'il a expliqué avoir gaffé car il avait son esprit focus sur ça. Et c'était encore plus sérieux visiblement parce que le lendemain, à la ronde 2, Fischer n'est pas là. Il ne vient pas. Et même pas du tout en fait. Il dit qu'il n'aime pas les conditions de jeu et qu'il préfère abandonner le titre au lieu de le jouer. La ronde 2 est donc gagnée par forfait par Spassky et les soviétiques sont soulagés. Ils se disent que c'est bon, Fischer va quitter l'Islande, il va probablement reprendre une pause et ils ont réussi à vaincre la menace. Mais le vrai héros ici, c'est le secondant de Bobby, William Lombardi, parce qu'il va réussir à le persuader de continuer de jouer ce match. Donc le jour de la ronde 3, le téléphone de l'arbitre sonne et c'est Fischer qui demande à ce que la ronde 3 soit jouée dans une petite salle hors des caméras et des spectateurs. Mais ce n'est pas si simple parce qu'il faut aussi le consentement de Spassky pour changer de salle. Et l'Union soviétique entière se dit s'il refuse, Fischer ne voudra pas jouer et le plan que nous mettions en place depuis des années va enfin réussir. Sauf que Spassky va choquer tout le monde en acceptant la requête de Fischer. On ne sait pas si c'était un mix de fair play, de mépris ou d'ego, mais les faits sont là. Spassky a décidé de continuer le match sous les règles de son adversaire et à partir de maintenant, les lumières sont éteintes pour nous, spectateurs du match. La seule chose qu'on pourra voir, c'est les coups et les résultats. Actuellement, nous sommes à 2-0 pour Spassky à cause du forfait, mais lorsque Fischer veut jouer aux échecs pour gagner, Fischer domine. La ronde 3 s'est avérée être le début du tournant du match parce que Fischer va montrer une compréhension du jeu positionnel à un niveau divin. Il double ses pions en créant des potentielles faiblesses pour son adversaire, mais après 41 coups et une attaque inarrêtable, Fischer gagne sa première partie au championnat du monde. La partie 4 s'est réeffectuée dans la salle principale mais sans les caméras. Il y aura quelques photos mais nous allons nous concentrer sur ce qui importe le monde entier à ce moment-là, qui va gagner quelle partie et comment. Comment réussir à pénétrer les défenses des meilleurs joueurs de leur génération? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La ronde 4 s'est terminée par un simple match nul. Mais les rondes 5 et 6, Fischer donne d'abord une pièce pour remporter la partie 5 en 27 coups, avec l'idée de s'infiltrer sur le roi adverse qui a trop de problèmes. Puis Fischer sacrifie une tour contre le cavalier de Spassky pour encore une fois s'en prendre à son roi. Ronde 7 est un match nul. Ronde 8 est une victoire de Fischer qui trouve un nouveau sacrifice magnifique sur le roi de Boris. Ronde 9 est un match nul. Ronde 10 est une nouvelle victoire de Bobby qui joue un autre sacrifice qui aurait pu donner son cavalier pour faire échec et mat. Et vous commencez à voir un pattern qui se répète. Vous voyez à quel point Fischer est d'une nature agressive surpuissante. Chaque partie qu'il gagne s'effectue en jouant sur le roi. Il est impossible pour ses adversaires de se défendre de ses attaques et il ridiculise tous les joueurs soviétiques, dont le meilleur, en montrant des combinaisons tactiques créatives sans précédent. Voici maintenant les scores après ce petit débrief, 6,5 à 3,5. Et les deux parties qu'a gagné Spassky, c'était 2 fois où Fischer n'était pas réellement dans ce match. Mais ok, à la 11e partie, Spassky arrête de se laisser faire et rentre dans le jeu de Fischer pour empocher un gain. Mais 2 rondes après, Fischer récupère son point en disant à Spassky « Attention petit, j'aime pas quand les choses vont pas dans mon sens ». Et cette ronde 13, cette victoire de Fischer était particulièrement douloureuse parce que Fischer avait réussi à trouver un moyen de gagner une position qui avait été jugée comme complètement égale par tous les experts soviétiques. Après cette défaite surprenante, parce que Bobby a trouvé un sacrifice de pièces en finale, Spassky est resté devant l'échiquier à réfléchir pendant 10 minutes après la fin de la partie. Il était dépité que Fischer l'avait autant humilié devant le monde entier. Et donc après cette partie, Spassky comprend que les scores se rapprochent de plus en plus à la barrière des 12 points et demi, qui signifierait le gain du championnat, et il décide d'adopter une méthode de défense pour arrêter de se prendre des tactiques absolument ridicules. De la ronde 14 à la ronde 20, il n'y a eu que des matchs nuls, et les scores étaient les suivants après ces matchs, 11,5
à 8,5. Spassky voyait qu'il ne pouvait plus se défendre s'il voulait avoir une chance de garder le titre de son état, et il décide de prendre des risques pour battre l'américain. À la partie 21, Spassky et Fischer rentrent dans la Sicilienne pour une partie combative, et vers la fin, ce qui semblait être une simple nulle s'est transformé en une tentative de victoire de Spassky en sacrifiant une tour contre un fou noir et quelques pions. Et il semblait avoir des chances de gain, il a 2 pions passés pouvant se transformer en dame avec l'aide du fou blanc, et Fischer a des faiblesses structurelles, son squelette de pion est endommagé. Peut-être que dans un monde parallèle, où l'adversaire de Spassky n'était pas quelqu'un qui s'appelait Robert James Fischer à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu gagner. Mais malheureusement, cela ne suffit pas contre le joueur américain. Après 41 coups, Spassky abandonne dans une position totalement perdante, et c'est ainsi que Bobby Fischer est devenu le champion du monde en 1972. Après le match, Spassky dira en interview: quand je jouais Fischer, mon adversaire se battait contre les organisations, les producteurs de la télé et les organisateurs du match, mais il ne s'est jamais battu contre moi personnellement. J'ai perdu contre Bobby avant le match, parce qu'il était déjà plus fort que moi. Spassky admira Fischer pour le reste de sa vie, en voyant la capacité qu'il a eue à dominer chacune des parties. À son retour aux États-Unis, Bobby est acclamé pour ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à vaincre l'entièreté de l'Union soviétique tout seul. Et c'est l'unique personne qui a réussi à faire ça dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce match a eu des conséquences plus ou moins grandes sur la guerre froide, sachant qu'à la base, on parle d'un simple jeu associé au génie. Ce match a été suivi par des millions de spectateurs et ça a été la première vague de vrais nouveaux joueurs d'échecs. Rien qu'aux US, le nombre d'inscrits en club est passé de 20 000 en 1972 à 60 000 en 1974. Ça a eu aussi un petit impact économique, puisque la production et la vente de matériel d'échecs ont été multipliées par un facteur entre 2 et 3. Et l'URSS a aussi été impacté, puisqu'en voyant cette défaite, leur réaction était de durcir considérablement le travail aux échecs. Ils ont augmenté les ressources consacrées à l'entraînement, parce qu'ils ont vu que Fischer ne jouait pas dans la même catégorie qu'eux. Pour vous dire, Spassky avait un classement Elo estimé à 2660 à son pic, tandis que Fischer avait un classement estimé à 2785 Elo, le plus haut jamais atteint à cette époque. Mais peut-être le plus important, cette victoire a montré au monde entier qu'il était possible de rivaliser avec les soviétiques dans les domaines qu'ils dominaient depuis des décennies. Et ça, ce n'est absolument pas à négliger. Parce que selon certains experts, cette victoire de Fischer a fait un énorme coup dur à l'URSS, et serait un symbole si puissant qu'il aurait, en toute petite partie, n'exagérons pas les choses, été impliqué dans la chute de l'Union soviétique. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais cette défaite a fait perdre un peu de confiance aux soviétiques qui se croyaient intouchables sur certains domaines. Maintenant, si on reprend notre animation du début, vous pouvez voir qu'au championnat du monde suivant, en 1975, Fischer n'est pas resté champion du monde. C'est Anatoly Karpov, un autre russe, qui va reprendre sa place. Et pourquoi selon vous? Je suis sûr que vous pouvez deviner la réponse avec tout ce qu'on a vu avant. Bobby n'a pas perdu ce match. À vrai dire, il n'a même pas joué le match. Il a donné son titre parce qu'il préférait ne pas jouer. Il trouvait les conditions de jeu mauvaises. Il aurait préféré un format où c'est le premier joueur qui atteint 10 victoires, donc les nuls non comptabilisés, qui gagne le championnat. La FIDE n'avait pas accepté ces conditions de jeu, donc en 1975, Fischer se retire de la scène compétitive et s'isole. Il tombait de plus en plus dans la folie, rongé par son caractère atypique. Il donnera quelques interviews après les années 2000 où il racontera ce qu'il pense des échecs. Because I know what chess is all about. Yeah. It's all about memorization. It's all about prearrangement. But creativity. Yeah, creativity is lower down on the list. Et le 17 janvier 2008, 2 mois avant son anniversaire, Robert James Fischer meurt d'une insuffisance rénale au même endroit où il a joué son championnat 36 ans auparavant, à Reykjavik, en Islande. Il s'était expatrié à cet endroit pour des raisons juridiques, ainsi que les problèmes qu'il avait eus avec les États-Unis, mais je pense aussi qu'il affectait particulièrement cet endroit. À l'annonce de sa mort, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Garry Kasparov, dira « Fischer peut tout simplement être considéré comme le fondateur des échecs professionnels, et sa domination, bien que de très courte durée, a fait de lui le plus grand de tous les temps. » Aujourd'hui, Bobby Fischer est considéré comme une légende des échecs, pas uniquement pour son style de jeu hors du commun, mais aussi pour tout ce qu'il a apporté avec sa carrière de joueur. Merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je suis désolé si les images n'étaient pas en bonne qualité ou s'il y a eu peu d'illustrations, mais bon, on parle des années 70 quand même. J'ai aussi un Discord qui n'est pas très peuplé, donc si vous aimez les échecs ou si juste vous aimeriez discuter avec moi, c'est dans les premières lignes de description. En tout cas, c'était Lux, ciao.